Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui pendant les prochaines minutes. Tout de suite, le principal titre. Le président, la ville de Sharm el-Sheikh accueille aujourd'hui un sommet international de la paix sous la coprésidence du président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue américain Donald Trump avec la participation de plus de 20 pays. Le Hamas libère les derniers otages israéliens encore en vie retenus dans la bande de Gaza. Première étape du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à 2 ans d'une guerre dévastatrice. Et enfin, en France, le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu entre en fonction avec l'objectif de déposer un projet de budget dans les temps et de trouver un moyen d'éviter la chute. À la une donc de cette édition d'Entretien complet en langue française, c'est la ville de Sharm el-Sheikh qui accueille aujourd'hui un sommet international de paix sous la coprésidence du président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue américain Donald Trump avec la participation de plus de 20 pays sous le thème sommet de Sharm el-Sheikh pour la paix sous une présidence égypto-américaine. Le président Sisi a accueilli les leaders et les présidents participants au sommet qui vise à soutenir les efforts de restaurer la paix dans la bande de Gaza et a mis en œuvre l'accord de cesser le feu, échanger les détenus et les otages en préparation de la transition à la deuxième phase comprenant la reconstruction de la bande de Gaza. Le président Sisi tiendra une rencontre avec son homologue américain en marge du sommet. La présidence de la République a annoncé que les deux leaders allaient prononcer de communiquer au cours du sommet de Sharm el-Sheikh et que le programme du sommet va accueillir une rencontre collective groupant tous les leaders et les présidents participés. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet de Sharm el-Sheikh pour cause de fêtes juives. Lors d'un appel téléphonique avec le président Abdel Fattah al-Sisi, le président américain Donald Trump avait proposé la participation de Netanyahu au sommet de Sharm el-Sheikh. A rappelé que le président Abdel Fattah al-Sisi a décidé de décerner l'ordre du Nil au président américain Donald Trump en reconnaissance de ses efforts constants visant à soutenir la paix et à désamorcer les conflits et surtout son rôle dans la fin de la guerre à Gaza. Le président américain Donald Trump a évoqué aujourd'hui l'aube historique du nouveau Moyen-Orient lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le président américain a déclaré qu'après tant d'années de guerre et de danger incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte, enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité selon Donald Trump. Ce dernier a également souligné que ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, mais aussi c'est la fin d'une ère de terreur et de mort et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations, de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. De sa part, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce matin à Sharm el-Sheikh pour participer au sommet sur Gaza. Macron a assuré que la France jouerait un rôle tout particulier dans la future gouvernance de Gaza aux côtés de l'autorité palestinienne et a insisté sur la représentation des Palestiniens dans ce processus. Macron a aussi plaidé pour que les Palestiniens soient au cœur de la gouvernance de Gaza, exigeant la reconnaissance du rôle de l'autorité palestinienne comme instance légitime. Emmanuel Macron a aussi appelé à ne pas oublier la Cisjordanie qui fait l'objet d'une colonisation accélérée par Israël et à poursuivre les efforts pour la création d'un État palestinien aux côtés de celui d'Israël. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé que ce jour représente une période cruciale pour la fin de la guerre dans le Moyen-Orient, ajoutant que le Royaume-Uni présentera des aides humanitaires supplémentaires aux citoyens à Gaza et œuvrera à accélérer les efforts en vue de reconstruire le secteur. Le Premier ministre britannique est arrivé en Égypte hier soir où il participera au sommet de Sharm el-Sheikh pour la paix qui aura lieu aujourd'hui.
De sa part, l'Union européenne a salué la libération de cet otage israélien par le Hamas en soulignant le rôle du président Trump dans cette étape cruciale vers la paix et s'est dite prête à contribuer au succès de son plan pour la paix à Gaza. L'Union européenne se tient prête à contribuer avec tous les outils à sa disposition au succès du plan pour la paix à Gaza qui doit être signé lors d'un sommet en Égypte à Sharm el-Sheikh. C'est ce qu'a ajouté la chef de l'exécutif européen, citant notamment la mobilisation de fonds européens pour la reconstruction de ce territoire. Kaja Kallas a précisé, en outre, que l'Union européenne allait reprendre mercredi sa mission de surveillance au poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte. De sa part, le Hamas a libéré aujourd'hui les derniers otages israéliens encore en vie retenus dans la bande de Gaza. Première étape du plan proposé par Donald Trump pour mettre fin à 2 ans d'une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien. Près de 2000 prisonniers palestiniens détenus par Israël doivent être libérés en échange. Ce matin, un premier groupe de 7 otages a été remis au Comité international de la Croix-Rouge, puis un autre de 13. Tous devaient ensuite regagner Israël. Une foule en liesse et en pleurs a accueilli lundi à Ramallah l'arrivée des cars transportant des Palestiniens tout juste libérés par Israël dans le cadre de l'échange avec les derniers otages vivants retenus captifs dans la bande de Gaza. Des centaines de personnes ont accalmé les détenus libérés, relâchés en vertu de l'accord trouvé sous l'égide des États-Unis qui prévoit la libération par Israël en échange des otages de 250 personnes détenues pour des raisons de sécurité, ainsi que 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé que l'armée israélienne allait détruire après la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, tous les tunnels du Hamas dans le territoire palestinien. Au 3e jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, Katz a souligné dans un communiqué que ces opérations seraient menées dans le cadre du mécanisme international sous la supervision des États-Unis, soulignant le grand défi d'Israël. Après l'étape de restitution des otages sera donc la destruction de tous les tunnels terroristes du Hamas à Gaza, selon ses propres termes. Katz a précisé que la destruction des tunnels aurait lieu dans le cadre de la démilitarisation du mouvement prévu par le plan de Donald Trump, dont la 2e phase reste encore à être négociée. Un cadre du Hamas a mis en garde contre des négociations difficiles à ce sujet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué aujourd'hui la libération des derniers otages israéliens encore vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza et a appelé les parties à honorer leurs engagements. Le chef de l'ONU, qui doit participer à Sharm el-Sheikh au sommet sur Gaza, a exhorté toutes les parties à suivre et à poursuivre sur cette lancée et à honorer leurs engagements en titre de cessez-le-feu afin de mettre fin au cauchemar à Gaza. Également, le Hamas a appelé aujourd'hui le président américain Donald Trump et le médiateur à faire en sorte qu'Israël ne reprenne pas la guerre. Le porte-parole du Hamas, Hazem Qasem, a déclaré que le mouvement avait appelé tous les médiateurs et les acteurs internationaux à continuer à surveiller le comportement de l'occupant, à veiller à ce qu'il ne reprenne pas ses agressions contre notre peuple à Gaza. Passons en France où le 2e gouvernement de Sébastien Lecornu entre en fonction lundi en France avec l'objectif de déposer un projet de budget dans les temps et de trouver un moyen d'éviter la chute après et donc des passations de pouvoir. Le Premier ministre réunira ses nouveaux ministres à 12h30 GMT. Un premier conseil des ministres doit se tenir mardi au retour d'Emmanuel Macron d'une visite en Égypte pour soutenir l'accord de paix conclu en Égypte entre Israël et le Hamas. Le point tout de suite. La priorité de cette nouvelle équipe du gouvernement, composée à la fois de politiques et de techniciens, sera de donner un budget à la France d'ici la fin de l'année et d'essayer d'extraire le pays d'une crise politique inédite. Démissionnaire en début de semaine dernière, reconduit vendredi par le président français Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu est sur une corde raide. L'ensemble des partis d'opposition menacent de le faire tomber. Il ne doit ses espoirs de survie qu'au Parti socialiste, avec lequel il tente de s'accorder, notamment sur la réforme des retraites. Un premier conseil des ministres
ministre doit se tenir mardi matin au retour d'Emmanuel Macron d'un déplacement en Égypte pour soutenir l'accord de paix conclu entre Israël et le Hamas. Le gouvernement espère y présenter un projet de budget afin qu'il puisse être transmis dans la journée au Parlement, puis être débattu dans les temps impartis. La Constitution française prévoit que le Parlement dispose de 70 jours pour l'examiner et l'adopter avant le 31 décembre. Au Cameroun, les électeurs camerounais ont voté, plutôt dimanche pour une présidentielle à un tour dans laquelle le président Paul Biya, 82 ans, donc 43 au pouvoir, partait grand favori. Face donc à lui, 11 candidats étaient en lice, dont son ancien ministre Issa Chiroma Bakari, qui suscite toujours un engouement inattendu. Des explications. Les électeurs camerounais ont voté pour une présidentielle à un tour dans laquelle le président Paul Biya, de 92 ans, a été élu. Le vote s'est achevé vers 17h GMT et le dépouillement a immédiatement commencé. Ce scrutin s'est déroulé sans incident majeur, a déclaré le ministre de l'administration territoriale lors d'une conférence de presse. Il a réitéré sa mise en garde à l'encontre des candidats ou des plateformes qui annonceraient des résultats avant le Conseil constitutionnel. C'est la ligne rouge à ne pas franchir, a-t-il insisté. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs. En 2018, il avait été annoncé 15 jours après le scrutin. À Garoua, fief de l'un des principaux rivaux de Paul Biya, Chiroma, son véhicule s'est retrouvé pendant plus d'une demi-heure au milieu d'affrontements entre ses partisans et les forces de l'ordre avant qu'il ne regagne son domicile, depuis surveillé par les forces de sécurité. Les 8 millions de Camerounais appelés à voter ont pour la plupart toujours vécu sous le règne de Paul Biya au pouvoir depuis 1982 et qu'il a toujours emporté avec un score de plus de 70% ces 20 dernières années. À la clôture des bureaux de vote, des résultats plaçant Chiroma Bakari en tête ont créé des mois dans son fief de Yaoundé. Paul Biya est, comme à son habitude, resté très discret pendant la campagne électorale. Donc c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.